collègues, c'est un très grand plaisir de recevoir un membre de notre académie, mais un membre non résident. Alors, justement, l'idée cette année au département de sciences humaines et sociales est de faire appel à nos compétences qui font leur carrière à l'étranger, mais qui n'en sont pas moins membres de chez nous. مرحبا بك في دارك يا سي فتحي. Fathi Ben Slema est, comme vous le savez, psychanalyste, professeur de psychopathologie clinique, directeur de l'Institut Humanité, Sciences et Société de l'Université Paris Diderot, membre, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, non résident de l'Académie Beit el-Hekma. Ses travaux portent sur la clinique psychanalytique, sur la subjectivité et les processus de radicalisation, sur l'islam et la modernité. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Alors, le djihadisme des femmes, pourquoi ont-elles choisi Daesh, en collaboration avec Farhat Khosrow-Khobar, au seuil de 2017, un furieux désir de sacrifice, le surmusulman, Paris 2016, l'idéal et la cruauté, subjectivité et politique de la radicalisation, 2015, la guerre des subjectivités en islam, 2014, soudain la révolution, 2011, je le citais la semaine dernière à la présentation du livre de Mohamed Karou, déclaration d'insoumission à l'usage des musulmans et de ceux qui ne le sont pas, 2005, la psychanalyse à l'épreuve de l'islam, 2002, la virilité en islam, 1998, une fiction troublante, 1994, la nuit brisée, 1982. Aujourd'hui, il va nous parler des ressorts psychiques de la radicalisation. À toi la parole, cher ami. je n'ai pas allumé, pardon. سيدي رئيس المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، زميلاتي زملائي الأعزاء، الحضور الكريم، يشرفني أن أكون عضواً بهذه الأكاديمية التونسية التي تحمل مشروع الفكر التنويري في تونس، الفكر التنويري التونسي في داخل البلاد وفي خارجها. ويسعدني أن أكون بينكم اليوم لأحدثكم في أحد المباحث اللي يهتم بها، وهي تطرف ومساراته النفسية في كتبتم ينابيع، وهي كلمة جيدة، ومساراته النفسية مما نسميه كذلك بالراديكالية. وقبل الدخول في الموضوع الذي سأتناوله باللغة الفرنسية لأسباب عملية، منها ضيق الوقت الذي منعني من ترجمة النص، أود أن أشكر السيد رئيس بيت الحكمة على هذه الاستضافة، والسيدة منيرة شابوتول لما بذلته من جهد في الاتصال والتنسيق. Je salue la présence de Monsieur l'ambassadeur de France, Olivier Poivre d'Arvor. L'exposé que je vais vous présenter sur les ressorts psychiques de la radicalisation est issu des travaux que je mène avec une équipe que j'anime au Centre d'études sur les radicalisations et leur traitement, que j'ai initié à l'Université Paris Diderot depuis plusieurs années. Ces travaux se fondent prioritairement sur l'expérience clinique, sur des recherches-actions dans des dispositifs d'accueil qui ont été mis en France pour accueillir des jeunes dits radicalisés, ou bien des personnes qui sont en prison,
sous le chef d'accusation d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il concerne aussi bien des hommes que des femmes, jeunes mineurs ou majeurs. Il y a, au début du mois de novembre, nous avons organisé les états généraux psy de la radicalisation, où il y a eu 90 intervenants qui ont communiqué sur les rencontres qu'ils ont eues avec ces jeunes en France. Je voudrais préciser une chose, c'est la notion d'approche clinique. L'approche clinique ne concerne pas que les maladies seulement, elle concerne aussi les personnes des individus qui sont normaux, et leur prise en charge vise à comprendre ce que j'ai appelé ici les ressorts psychiques. Mais la psyché ne se meut pas hors de l'histoire, hors du milieu social, hors de la civilisation, et donc hors les conditions matérielles, et ce que Freud appelle le malaise dans la civilisation, de la forme du malaise de la civilisation contemporaine que nous vivons aujourd'hui, et qui est d'une toute autre nature que celui que nous avons connu après la Seconde Guerre mondiale et après le mouvement des indépendances. C'est pourquoi je vais commencer mon exposé par de brèves considérations générales sur le contexte. Le contexte, on peut appeler ça géopolitique, les transformations de la civilisation mondiale. La question de la radicalisation, c'est un problème extrêmement complexe. On pourrait dire, il est surdéterminé, à la fois des facteurs liés à la civilisation, aux sociétés dans lesquelles il se produit, des facteurs psychologiques. Il y a un réseau de causalité. Il est très complexe et très hétérogène. Il y a ce mot de radicalisation sur lequel je vais revenir. Il donne l'impression de saisir une réalité bien précise, homogène, mais ce n'est pas vrai. Il faut avoir ça à l'esprit, mais si ce mot est apparu et qu'il s'est installé dans notre horizon, et si même on le retrouve quasiment dans toutes les langues, le traduisant par la radicalia en arabe, c'est qu'il y a une raison. Mais quand il y a une raison pour l'apparition d'un mot, il n'est pas nécessaire que ce qu'elle désigne est quelque chose d'homogène, qui a une cohérence. La question de la radicalisation doit être approchée, à mon avis, à 3 niveaux. Il y a un premier niveau qu'on peut appeler le niveau macro, c'est-à-dire justement la dimension de ce qui se passe dans la civilisation d'aujourd'hui. Par exemple, la radicalisation n'aurait pas pris la dimension qu'elle a pris sans la cybernétique, sans le numérique, sans Internet. On sait aussi que Internet a permis une diffusion de l'offre de radicalisation d'une manière considérable. Et on n'aurait pas eu ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie ou en Europe sans Internet. Mais Internet n'est pas seulement qu'un moyen de diffusion. C'est autre chose. Donc il y a ce niveau macro qu'il faut avoir à l'esprit, qui est lié aussi à la civilisation mondialisée. Et la question de la radicalisation est liée à la mondialisation et au type d'individu qu'elle a créé un peu partout. Le niveau à partir duquel je vais parler plus spécifiquement, c'est le niveau qu'on pourrait appeler micro, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de l'individu, de ses détails, de sa vie. Mais entre les deux, il y a un niveau qu'on peut appeler médian, qui est le milieu dans lequel il se produit. La radicalisation en Tunisie, même si on peut dire d'une manière, aujourd'hui, on peut dégager des traits universels de la radicalisation, il y a des spécificités par pays, par région, ce qu'un auteur a appelé la niche écologique.
La niche écologique, c'est-à-dire que, par exemple, le fait que la radicalisation dans les pays musulmans a pris cette forme qui est liée au djihad. Et donc, nous avons ces trois niveaux, et c'est ça qui fait la grande complexité de la question de la radicalisation. Je vous dis tout de suite, donc j'ai dit qu'il y avait une hétérogénéité d'individus, de personnalités, de structures psychiques. Il n'existe pas de profil de radicalisé. Mais il y a des parcours, des trajectoires qui peuvent se rassembler. Et il faut aujourd'hui raisonner non pas en termes de profil ou de personnalité, mais en termes de trajectoire. Par exemple, les auteurs des attentats commis en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, entre 2015 et 2017, proviennent presque tous, du monde du gangstérisme. Ils viennent tous, ce sont des gangsters, des délinquants, dans leur grande majorité, qui se sont convertis au djihad. Oui, ça c'est autre chose, mais je veux dire, ceux qui sont partis faire le djihad, la majorité, ceux qui sont en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, c'est-à-dire qu'on a pris cas par cas, et ils ont tous un passé de délinquants, de gangsters, de criminels, de droit commun. Alors, est-ce que c'est la même chose en Tunisie? Je crois qu'on n'a pas ces données-là. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de profil, parce que être délinquant, ce n'est pas un profil. Il y a des délinquants qui ne deviendront jamais, se radicalisent jamais, et ne choisiront pas, et même qui sont contre le ministre de l'Intérieur en 2017, le ministre de l'Intérieur italien, dans une réunion, m'a dit, bon, on n'a pas beaucoup de radicalisés, pas beaucoup d'actes terroristes en Italie, parce que nous ne sommes pas un grand pays colonial, mais parce que la mafia tient le pays. C'est le ministre de l'Intérieur qui dit ça. Donc, vous voyez, bon, c'est... la radicalisation ne concerne pas seulement l'islam. Toutes les religions connaissent des mouvances radicales, et si les circonstances se présentent comme ça s'est présenté dans le monde musulman, ils seraient devenus violents, et certains le sont devenus. Nous avons des moines, le bouddhisme est réputé être une... comment dire, c'est même pas une religion le bouddhisme, vous le savez, c'est un mélange philosophique, etc. Mais il y a une dimension doctrinale, pacifiste très importante. Eh bien, nous avons des moines bouddhistes avec des kalachnikovs qui tuent et qui sont autorisés à le faire par leur propre structure. Partout dans le monde, nous avons des courants radicaux de toutes sortes d'idéologies, de toutes sortes de croyances. Au début du mois, dans la rencontre sur les États généraux, je disais qu'il faut s'attendre à l'émergence de nouvelles formes de radicalisation inédites. Les véganes, c'est ceux qui, les adeptes de la nourriture et de la vie végétarienne, qui auraient pensé qu'ils pouvaient devenir violents? Eh bien, ils le sont devenus. Ils attaquent des lieux, ils cassent, et peut-être demain, ils vont tuer. Alors, il y a une question ici, à laquelle je ne pourrais pas répondre. C'est pourquoi est-ce que la radicalisation est devenue un phénomène mondial, une matrice de menaces, une sorte partout, une grande niche écologique pour l'humanité, où se réfugient et viennent trouver le moyen de contestation d'individus contre leur propre pays, leur propre ordre social, ordre politique, et ils se manifestent parfois de la manière la plus imprévisible, au début la moins organisée, et
par la suite, ça prend des formes, en effet, de plus en plus organisées. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pour qu'on en soit là? Je voudrais rappeler deux choses. C'est que, d'abord, que la notion de radicalisation, elle n'existait pas jusqu'aux années, début des années 2000. On parlait de fanatisme, on parlait d'extrémisme, on parlait d'intégrisme. Voilà. Mais ces mots ont tendance à disparaître. Et donc le mot de radicalisation s'est installé progressivement à partir des attentats de 2001 aux États-Unis. C'est à partir des États-Unis qu'il commence d'abord à prendre place à travers les services de renseignement, et ensuite il va être repris par les sciences sociales. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'à partir des attentats de 2001, que surveiller les groupes terroristes était déjà trop tard, et qu'il fallait donc remonter plus en amont et détecter ceux qui pouvaient devenir terroristes avant de le devenir. Et donc le mot de radicalisation ne désigne pas un état, mais désigne un processus. Et ce serait une erreur de le désigner comme état. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une évolution dans tous les sens. Par exemple, on a inventé l'idée de signes faibles de radicalisation, mais on s'est aperçu très vite que des individus qui avaient des signes très faibles, tout à coup, du jour au lendemain, ils devenaient des tueurs. Ça montre que la radicalisation donc n'est pas un état, mais un processus évolutif, et l'évolution peut devenir extrêmement rapide, et en quelques jours, ça peut déboucher sur quelqu'un qui va prendre les armes. Mais du coup, à partir du moment où on va essayer de détecter plus en amont la menace, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est la menace, eh bien, le nombre de personnes susceptibles de passer à l'acte, et là je précise bien, radicalisation ne veut pas dire nécessairement violence. C'est autre chose, la violence. Beaucoup de radicalisés ne deviennent pas violents. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on serait avec des millions de personnes. Or, ce n'est pas le cas. Donc il y a la question du passage dans la violence. Mais à partir du moment où on détecte plus en amont, le nombre de personnes qui peuvent être menaçantes devient énorme. Et donc, le concept de radicalisation, c'est le paradoxe, qui est destiné à faire face à une menace, eh bien, il engendre lui-même une menace qui devient beaucoup plus grande, beaucoup plus à telle enseigne que, justement, un des problèmes des services de renseignement partout dans le monde, lorsqu'ils ont un grand nombre d'individus, je reviendrai dans la situation française, on considère qu'il y a 20 000 personnes qui sont radicalisées. Quand on a des chiffres comme ça devient... Et en fait, ça, c'est juste ceux qui sont détectés, c'est-à-dire la pointe de l'iceberg. Donc ça devient très difficile de savoir quels sont ceux qui sont dangereux, et on n'a pas inventé encore le moyen pour le détecter à coup sûr. Et donc, nous nous trouvons aujourd'hui... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'inventer des algorithmes pour chercher, c'est-à-dire que la menace n'est plus une menace d'individus, mais de flux. Ce sont des flux partout, et donc on invente toute cette machine à détecter, et avec des algorithmes pour aller chercher ceux qui sont susceptibles de devenir les plus dangereux. En fait, ce qui se passe à partir de 2001, c'est quelque chose peut-être que vous ressentez aujourd'hui, c'est que partout, les sociétés sont devenues plus vulnérables. Le sentiment de vulnérabilité, la plus grande puissance au monde n'a pas pu éviter les attentats de 2001, quelle que soit la sophistication de la préparation, etc., tout de même a été touché, et continue d'ailleurs de temps en temps, mais partout en Europe, ce sont des sociétés très organisées, des États très solides, eh bien,
Cette vulnérabilité, eh bien, c'est une des données majeures de l'état du monde et de chaque société. Et cette vulnérabilité n'a pas commencé avec les attentats de 2001, qui ne sont pas, comme on l'a cru, le début de la menace du XXIe siècle. La menace était déjà avant, sans doute, depuis la fin de l'URSS. Ce qui caractérise aujourd'hui ces menaces, c'est la nature des conflits qui naissent. Vous avez remarqué que les conflits, étant donné que les blocs ne sont plus là, ne contrôlent plus tout à fait leurs espaces, eh bien, il y a des conflits qui naissent un peu partout, spontanément, d'une manière imprévisible. Et la caractéristique de ces conflits, c'est qu'ils vont se propager d'une manière incontrôlable. Les stratèges parlent de fractalisation. C'est-à-dire que vous avez un conflit qui se passe dans ce quartier, et tout à coup, c'est toute la ville, tout le pays, et peut-être toute la région. La fractalisation, c'est quand vous regardez parfois dans les images, vous savez, ces zooms où un lieu apparaît dans un autre lieu, dans un autre lieu, dans un autre lieu. C'est ça ce que les stratèges appellent la fractalisation. Encore une autre remarque, c'est l'obsolescence du concept de guerre. Le concept de guerre est périmé. Nous n'avons plus affaire à la guerre au sens où on l'entendait, qui se passe à la frontière entre des États. Il peut y avoir de temps en temps quelque chose comme ça, mais la plupart du temps, nous avons affaire à des états de violence. Le terrorisme, les frappes chirurgicales, téléguidées, des factions armées dans des États en voie de désagrégation, et on a plusieurs, il n'y a pas besoin de nommer. La guerre était quelque chose de public et mené par des soldats, mais aujourd'hui ce ne sont plus que des soldats qui mènent ces guerres, ce sont des mercenaires, des groupes d'intérêts privés. Les victimes ne sont pas les soldats, ce sont des civils, la plupart du temps. Vous avez des chefs de sécurité, des experts de ces interventions. Bref, aujourd'hui, des travaux comme par exemple celui de Frédéric Gros parlent de guerre diffuse, c'est-à-dire que le concept de guerre tel qu'on le connaît ne peut plus nous permettre de lire ce qui se passe dans le monde. Dernier élément que je veux soulever, qui est en rapport avec la suite de ce que je vais dire, il y a l'émergence d'une nouvelle figure de l'homme mondialisé qui est liée à la porosité des frontières, à la circulation, à l'usage numérique, qui n'est pas, encore une fois, qu'un moyen de diffusion. Vous n'avez qu'à voir comment vous utilisez votre portable. Le portable, c'est plus qu'un téléphone. C'est un habitacle. On habite un monde qui n'a plus de frontières à travers le portable. Et la vie même dans la réalité devient elle-même portée par le portable. Il y a en France une nouvelle dénomination pour les gens que vous pouvez voir, que je vois aussi en Tunisie, les gens qui sont en train ils marchent dans la rue et ils sont en train de parler à leur portable ou à regarder, on les appelle les zombiphones. Les zombiphones, c'est quelqu'un qui ne s'aperçoit plus de la réalité autour de lui. Il est dedans, il est à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut... c'est pas seulement... C'est un symptôme, mais c'est un symptôme d'autre chose, qui est le symptôme du fait que cette façon d'habiter la réalité, d'habiter le monde, crée une subjectivité d'un homme qui est décollé complètement de la réalité de son milieu, de ses ancrages anthropologiques. J'ai proposé d'appeler ça l'homme décontenancé. Décontenancé, c'est-à-dire qu'il n'a plus les contenances anthropologiques habituelles et il est
il retrouve un des grands mythes de la psyché, un des grands mythes de la psyché grecque. Vous savez, un des grands mythes qui nous est rapporté par un très grand helléniste qui... tout à coup, son nom m'échappe. Vernon. Vernon, le grand mythe de la psyché, c'est l'ubiquité. Elle est partout. Psyché est partout, elle volette. Eh bien, l'homme d'aujourd'hui est un homme qui est partout, et paradoxalement, du même coup, il cherche en même temps à s'enraciner, à trouver une identité, et parfois une identité très archaïque. Les revendications identitaires dans le monde sont aujourd'hui la première source de violence. Un anthropologue qui s'appelle Arjun Appadurai, en 2009, avait montré que si on mettait la carte des conflits identitaires dans le monde et les violences, elles étaient parfaitement superposables. Et donc cet homme qui est décontenancé cherche en même temps le moyen de s'enraciner, mais comme il a perdu les ancrages fondamentaux, y compris ceux de la modernité, parce que la modernité a donné des ancrages très importants, eh bien, il va chercher des éléments identitaires pour s'accrocher à ça, pour trouver des racines évidemment qui n'ont pas la valeur des racines qu'on connaissait jusqu'à là. Et on pourrait prendre le mot de radicalisation au sens étymologique de radical, c'est-à-dire racine. Et bon, il m'arrive souvent de produire cette définition de la radicalisation en disant que c'est le processus par lequel un individu, en s'enracinant dans une identité, en l'affirmant, il devient menaçant pour les autres, parce qu'à travers cette menace, il peut ou il pense pouvoir se faire reconnaître et trouver une immunité. J'ai fait très vite ce parcours pour en venir maintenant au point de la question de ces ressorts, et justement sur le point de ce qui nous arrive depuis maintenant quelques années, le fait qu'une offre de radicalisation est venue au nom de l'islam. À partir de 2005, elle s'est installée à peu près dans les moyens de communication numérique, et cela lui a donné une ampleur. Et pas seulement une ampleur, elle a pu toucher des individus qui jusqu'à là n'étaient pas touchés ou n'étaient pas touchables. Il y a des recrutements, bien sûr, d'organisations avant ces dernières années, mais ces recrutements ne se font plus comme aujourd'hui. Ils étaient beaucoup plus stricts, si je peux dire, avec des contacts souvent directs, avec des individus qui sont formés, mais avec ce qui s'est passé avec Internet, c'est autre chose. C'est l'offre du djihad pour tous. Et c'est cette offre-là qui a rencontré une population, en Tunisie, en France, en Europe, ailleurs, dans d'autres pays. Et justement, c'est de ça que je voulais maintenant vous parler. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on compte 20 000 personnes considérées comme radicalisées en France. Il y a un fichier spécial pour cela. Voici quelques-unes de ces caractéristiques. Il est 17% de ces 20 000. Alors, une précision, ce n'est pas le fichier de ce qu'on appelle le fichier S, c'est autre chose. Le fichier S, c'est ceux qui menacent ou sont susceptibles de menacer la sécurité de l'État. Il y a à peu près encore 20 000, mais c'est une autre population, d'ailleurs beaucoup plus hétérogène, parce qu'il ne s'agit pas que la radicalisation au sens où aujourd'hui, enfin depuis quelques années, a été la radicalisation islamiste. Caractéristiques, 17% sont des mineurs, 27% sont des femmes, 35% des convertis à l'islam. Mais ce chiffre est très problématique parce qu'on considère comme convertis des personnes qui sont issues de familles qui ne sont plus pratiquantes, qui ne sont plus croyantes, mais dès lors que
il y a radicalisation, donc on les considère comme convertis. 35%. 8% sont partis dans les zones de guerre. La caractéristique principale, c'est que les 2 tiers de cet ensemble, les 2 tiers, ont entre 15 et 25 ans. Et cette donnée-là, je pense qu'on peut la trouver dans d'autres pays. En Tunisie, probablement, je n'ai pas encore des chiffres, mais j'ai eu des discussions avec des responsables qui m'ont confirmé que nous avons à peu près les mêmes données. Mais quand on dit 75% entre 15 et 25 ans, ceux qui ont 30, il était dans ce groupe-là. Donc je pense que c'est une photo. De dire 75%, je pense que c'est beaucoup plus que ça, si on prend l'évolution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre-là? Ça veut dire que ceux qu'on appelle des radicalisés, sont en majorité des adolescents ou des gens qui sont dans ce qu'on appelle la transition juvénile. Dans la période de transition juvénile. Et que donc, l'offre de radicalisation touche prioritairement cette population-là. Vous le savez aujourd'hui que la notion d'adolescence est étendue beaucoup. On commence l'adolescence de plus en plus tôt et on la finit de plus en plus tard. Nous avons des adolescents qui commencent parfois à 11 ans et ça se poursuit jusqu'à 31, ou parfois plus. Les services qui accueillent les adolescents en France, c'est jusqu'à 30 ans. Si ça continue comme ça, on va avoir des adolescents entre 7 et 77 ans. L'humanité semble, et ce n'est pas un phénomène local seulement, c'est dans l'ensemble de l'humanité. Il y a des raisons qui sont des raisons anthropologiques. Bon, je n'ai pas le temps ici de les examiner, hein, mais c'est très important, bien sûr. En plus, avec la démographie, évidemment, il y a là un accroissement extraordinaire et qui a des conséquences. Donc, nous sommes ici avec une population qui fait la transition juvénile et certains d'entre eux sont des mineurs. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on est amené à lire ce qu'on appelle la radicalisation à travers ce constat. Par quoi elle est marquée, cette période de la transition juvénile? Par 2 points très importants. C'est la période qui est portée par l'idéalité et les remaniements identitaires. C'est là que ça se passe. Tous les cliniciens de l'adolescence savent qu'il y a dans cette période-là une avidité d'idéaux et des remaniements de l'identité qui sont fondamentaux et qu'on ne retrouve plus après dans d'autres périodes des âges de la vie. La question des idéaux est fondamentale. Pourquoi? Parce que c'est le moment, le passage, la transition juvénile, c'est le moment où un jeune va être amené à abandonner les idéaux de l'enfance, les idéaux merveilleux, les idéaux qui ont été transmis par les parents, et il va se mettre dans une quête d'autres idéaux qui sont des idéaux qui ne sont plus les idéaux merveilleux de l'enfance, mais qui sont des idéaux justement en articulation étroite avec le social. Parce que c'est le moment où va s'organiser la jointure la plus fondamentale des sujets humains dans leur devenir, la jointure entre ce qu'il est lui-même et son rapport à la société dans laquelle il se trouve. C'est un moment critique d'une très grande importance parce que ce que nous appelons le narcissisme des individus, le narcissisme de la personne, l'amour qu'il a pour lui-même, va muter et entrer dans le jeu des règles sociales, de l'organisation sociale. Or,
dans ce moment-là, eh bien, il se passe deux choses, une avidité, une recherche très grande donc, de ces idéaux nouveaux, et en même temps, vous avez beaucoup de jeunes qui sont en panne. Ils ont lâché les idéaux de l'enfance, et ils n'arrivent pas à amorcer, à retrouver les idéaux qui vont leur permettre d'être dans la société. Tous les jeunes que j'ai rencontrés, radicalisés, correspondent exactement à cette situation-là. Un moment critique dans lequel le jeune va être dans un état dépressif qui peut être très très grave, jusqu'à des tentatives de suicide. Mais attention, pour des adolescents, la tentative de suicide, ça ne veut pas dire mourir. Un adolescent m'a dit je voulais mourir, mais pas me tuer. Mourir, c'est pas vraiment, pour certains de ces jeunes, ce n'est pas disparaître. C'est l'aspiration à disparaître et réapparaître, sans penser comment il va réapparaître. Et donc, il y a ce moment-là qui va affecter les jeunes qui sont les plus en difficulté. Et ces difficultés peuvent être de plusieurs ordres. Elles peuvent être des difficultés d'ordre psychopathologique, c'est-à-dire vraiment des jeunes qui sont dans une, on peut dire, qui relèvent de la psychiatrie tout simplement. Mais ils ne sont pas nombreux. D'après toutes les études, les radicalisés qui, dont la radicalisation relève de la psychiatrie, représentent à peu près 3%. Pas plus. En revanche, il faut avoir à l'esprit qu'il n'y a pas que les troubles psychiatriques, il y a les troubles qu'on appelle les troubles psychopathologiques, qui sont autre chose. Qu'est-ce que c'est la psychopathologie? La psychopathologie, ce sont des troubles qui sont variables d'intensité et d'étendue très variables. En gros, pour aller vite, nous avons tous tel ou tel type de psychopathologie dans notre existence, mais de petites quantités, ou de quantités plus ou moins grandes. C'est la quantité qui va déterminer qu'on bascule du côté des gens qui sont malades ou pas. Eh bien, vous avez en effet alors des jeunes qui, nous les estimons à travers des études que nous avons faites, à peu près 30%. Ce sont des jeunes qui sont dans cette difficulté justement de faire la transition subjective, de passer de ces idéaux de l'enfance aux idéaux de l'adulte, de l'homme socialisé. Ça peut revêtir beaucoup de formes, et des formes qui parfois sont silencieuses. Ça peut être très grave. Un enfant qui est dans des états mélancoliques, mais pas très vraiment construits, qui ne donnent pas un symptôme évident. Alors, on a eu un cas, par exemple, celui qui a fait l'attentat de Sousse. Vous avez vu qu'on disait de lui, mais c'est quelqu'un qui a vraiment été très gentil, il ne montrait pas qu'il était méchant, il était très gentil avec toutes les personnes, il était serviable, etc. Ben oui, précisément. La plupart du temps, ceux qui commettent les attentats les plus graves, les plus meurtriers, c'est des gens qui ont une sorte de façade, comme ça, insignifiante. Et qu'il y a derrière cette façade, il y a un volcan. Je vais venir sur ce volcan. Ce passage des idéaux de l'enfance à cette avidité d'idéaux, et peut être extrêmement dangereuse. Et beaucoup de parents, je pense, souffrent de ce moment-là. Un psychanalyste anglais, Winnicott, a dit vous avez semé un bébé ou vous récoltez une bombe. Il a dit ça dans les années 60. Et c'est vrai. Le petit garçon ou la petite fille très gentille, qui aimante, qui se soucie de ses parents, qui veut les soigner même quand ils sont malades, et pas tout d'un coup, elle devient quelqu'un d'intenable et capable, ou lui capable de faire n'importe quoi. Et donc ces moments de ce passage sont
les jeunes que nous avons rencontrés ont connu ce moment-là. Parfois, ce sont des jeunes qui... Alors, vous voyez, il n'y a pas de profil, mais des trajectoires. Ce sont des jeunes qui ont été mal accueillis dans la vie. Quand vous cherchez, vous trouvez qu'au moment où ils sont nés, il y avait un drame familial, une mère qui était très déprimée, une séparation, quelque chose qui a fait que leur accueil dans la vie a été désastreux, qu'on ne s'est pas occupé d'eux. Vous avez des jeunes qui ont connu des traumatismes sexuels, par exemple, surtout chez les femmes. Dans l'étude que j'ai faite avec Khosrow Kovar, nous avons pris une quarantaine de cas de femmes et on a regardé leur vie. Eh bien, une grande partie d'entre elles ont connu des violences sexuelles. Et des violences sexuelles qui ont entraîné chez eux un bouleversement tel dans leur vie que et on a pu le montrer que l'issue de devenir islamiste radical était pour eux la solution qui les préservait, qui leur permettait d'être préservés et de rentrer dans un moule très sévère parce qu'elles vivent une sexualité qui leur est insupportable. Vous avez aussi d'autres cas de familles disloquées, ou alors, et c'est un cas dont je vous parlerai tout à l'heure comme exemple, des jeunes qui vont supporter la honte vécue dans la génération d'avant, c'est-à-dire la honte de leurs parents. Leurs parents ont vécu quelque chose d'ailleurs dont ils ne parlent pas ou parlent à peine, et qui a été une source d'humiliation pour eux, et cette humiliation qui est à peine parlée est portée par la génération d'après, par 1, 2 ou 3 enfants, et le recours à la radicalisation apparaît comme une façon de se purifier, de payer cette dette humiliante que les parents ont vécue. Voilà quelques exemples. Et on en retrouve donc dans ces trajectoires, chaque fois, quelque chose qui a fait que l'enfant a été à plat au moment de passer du côté, justement, de l'âge adulte, de ce moment de l'enfance. Et à ce moment-là, s'ouvrent des voies qui sont des voies qui peuvent être la délinquance, par exemple, où là, il va se venger. Il va se venger de ce qu'il a vécu. Il ne se dit pas toujours qu'il se venge, mais il va inconsciemment entrer dans un processus de vengeance que peut lui offrir la radicalisation, justement, dans l'offre qui s'est répandue à un certain moment, elle apparaît comme un moyen, et je vais y venir, la question de la vengeance et de l'humiliation occupe un rôle très important dans les ressorts de ces jeunes. D'autres jeunes ont eu des accidents de la vie. Je pense à un cas où, un cas d'ailleurs qui on travaillait avec les juges sur ce cas-là, ils ne comprenaient pas pourquoi ce jeune qui a eu son bac, qui était promis à une carrière d'athlète de haut niveau, et puis tout à coup, il fait la mauvaise rencontre, parce qu'il y a cette dimension de la mauvaise rencontre. C'est-à-dire que la mauvaise rencontre, elle peut se passer au bas de l'immeuble, elle se passe devant son écran. Il y a des jeunes qui se sont convertis devant leur écran, et ils sont passés de l'autre côté et ont voulu partir devant leur écran. Et vous avez une mère qui vous dit, mais écoutez, mon fils, vraiment, il n'avait aucune fréquentation, il ne sortait même pas, il était tout le temps dans sa chambre devant son ordinateur. Ben oui, madame. Justement, c'est ça le problème, c'est qu'il n'avait pas cette socialisation-là et le virtuel peut être beaucoup plus fort que la réalité. Pourquoi? Parce que dans le virtuel, la rencontre de l'idéal est plus pure. Quand vous rencontrez l'idéal dans la réalité, il est toujours entamé, mais le virtuel donne une puissance à l'idéalisation beaucoup plus grande et un impact extraordinaire, d'autant que souvent,
il passe par des images qui ont des effets hallucinatoires et qui pénètrent justement au plus profond chez les sujets. Alors, je reviens à ce jeune qui était promis à une carrière d'un grand athlète. Subitement, il bascule dans une rencontre par hasard et on ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Mais en cherchant dans les dossiers, etc., on s'aperçoit que ce jeune a été blessé quelques mois avant et que sa carrière d'athlète au haut niveau était terminée et que, comme par hasard, vient quelques mois d'après la bascule vers autre chose, un autre idéal, après cet accident de la vie. Il ne faisait pas lui-même le lien entre les deux, mais ce lien s'est fait dans ce moment de cette quête pour sortir pour lui d'un échec. L'autre dimension, c'est celle des remaniements des identités. Il y a parmi les processus très importants que vous retrouvez chez ces jeunes, c'est la tentative de s'approprier eux-mêmes, de devenir quelqu'un par eux-mêmes et non pas par l'enfant de leurs parents. Et ils se mettent à la recherche, ils se mettent dans des conduites à risque, des conduites où ils prennent des risques jusqu'à parfois aller frôler la mort pour en revenir et devenir lui-même le résultat de ses propres forces. Ça ne passe pas nécessairement par la radicalisation, ça peut passer par des jeux extrêmement dangereux, des franchissements de frontières. J'ai vu il y a quelque temps un film à Marseille, des jeunes qui se jetaient du haut d'une falaise dans la mer, où ils risquaient de mourir. Quand vous les entendez, ils ne sont pas des radicalisés au sens du djihad ou du terrorisme, mais ce qu'ils disent de la volonté d'affronter la mort ressemble tout à fait à beaucoup de ces jeunes qui sont partis et ont voulu devenir des guerriers, devenir des gens importants. Et ça, c'est quelque chose, un élément décisif dans le devenir de ces jeunes, la volonté, quand vous rencontrez, et il m'est arrivé, moi, de les voir à deux moments, parce que j'ai travaillé pendant longtemps dans une consultation de la Seine-Saint-Denis, où je voyais le tout venant. Vous voyez le jeune, il est abattu, il va mal, il vous dit qu'il est un déchet, il n'est plus rien. Et il a fait même une tentative de suicide, et puis il fait la rencontre. Il fait la rencontre par quelqu'un au bas de l'immeuble, devant un écran, et il commence son aventure. Et à ce moment-là, tout change. Celui qui était comme un déchet il prend l'ascenseur qu'on peut appeler l'ascenseur narcissique, il devient au plus haut, au sommet de l'humanité. Il devient un héros, il est missionné. Et les symptômes qu'il a, les angoisses, les souffrances, ont disparu. C'est ça. C'est que ça produit une auto-guérison. Et c'est spectaculaire, je vous assure. Vous avez quelqu'un qui est au plus mal, et vous le voyez un mois après, et tout à coup, ces symptômes ont disparu, comme mis dans une sorte de quarantaine, enveloppé, et devient de quelqu'un d'important, capable d'affronter tous les dangers. Il ne souffre plus. Il est au sommet de l'humanité. Voilà ce qu'est l'effet, un des effets de la rencontre pour ces jeunes, de l'offre de radicalisation, ce qui veut dire que ceux qui font cette offre-là savaient comment toucher ces points importants pour ces jeunes dans la transition juvénile. Et donc, l'offre de radicalisation se présente comme une solution pour quelqu'un qui est en détresse. Dire ça ne veut pas dire les excuser, bien entendu, parce que c'est pas la question. Et si on se met dans les excuses, on n'en sort plus. Ils sont responsables. Et ils ont une responsabilité personnelle, individuelle. Et tout autre raisonnement... Je voudrais prendre un exemple justement pour écarter souvent le discours qui veut incriminer la société, l'état du monde.
Nous avons un exemple que je soumets toujours à mes collègues sociologues pour leur demander comment ils peuvent interpréter cela. Vous connaissez, vous avez entendu parler du cas de Mohamed Merah. Bon, Mohamed Merah, c'est un tueur. Il a tué des enfants juifs parce qu'ils sont juifs. Il a tué des soldats parce qu'ils sont des soldats musulmans, considérés comme traîtres. Il a tué des enfants juifs en filmant dans une école. Bon. Sa mère a dit qu'il avait mis la France à genoux. Donc, c'est une mère de délinquants. Il n'y a qu'une mère de délinquants pour penser de cette façon-là. Et donc, on peut considérer que cette femme a vraiment joué un rôle dans le devenir de son enfant à partir du moment où elle dit ça. Il a une sœur avec ses 3 enfants. Elle a pris ses 3 enfants et elle est partie en Syrie, chez Daesh. Il a un autre frère qui a, lui, été le fournisseur idéologique de Merah. Merah, il a été jugé il y a quelques mois et condamné, je crois, à 20 ans. C'est lui qui a légitimé ces actes. Et il a un frère, une sœur, qui était totalement opposé à son frère, sa sœur, leur sœur, et à leur mère. Et l'un d'entre eux, il a parcouru toute la France pour se battre contre cette idéologie-là. Comment expliquer ça? Est-ce qu'on peut expliquer ça uniquement par le social, Bien sûr que non. Et d'ailleurs, il y a une hétérogénéité de classe sociale dans ces 20 000, beaucoup plus grande qu'on ne le croit, et notamment chez les femmes. Les femmes qui ont choisi d'aller en Syrie, ce sont des femmes qui n'appartiennent pas à des classes pauvres, ce sont des femmes qui sont des classes moyennes, habitent des zones souvent pavillonnaires. Donc ce n'est pas une question de classe. Je reviens à ce point-là, parce que si on ne pose pas cette question de la trajectoire d'une personne, de sa responsabilité par rapport à un choix à un moment donné qu'il fait, on ne pourra pas justement traiter, parce que ça c'est la question aussi, comment prendre en charge chez jeunes, comment travailler avec eux. Oui, sur les remaniements d'identité, plus un jeune va mal, plus les limites entre ce qu'il est, lui et l'autre, entre la vie et la mort, entre la différence des sexes est flottante, trouble. Et un des effets de l'offre, et justement c'est ce qu'on voit chez ces jeunes, ce sont des jeunes qui ont des vacillements identitaires très importants, et quand ils rencontrent l'offre de radicalisation, eh bien, à ce moment-là, ils se trouvent immunisés, en quelque sorte. Ils retrouvent une immunité. Et cette immunité, elle peut aller très loin jusqu'à l'autodestruction. C'est-à-dire que, ça paraît paradoxal, c'est un concept qu'on peut rappeler, que l'auto-immunité, ça veut dire un organisme qui se détruit à force de se protéger. Et nous avons le même phénomène qu'on rencontre, c'est-à-dire la recherche de l'identité, d'une identité forte, d'une identité puissante, conduit quelqu'un à s'autodétruire pour accéder à cette identité. Et on ne peut pas comprendre, je pense que c'est par cette hypothèse-là qu'on peut penser à des gens qui peuvent aller jusqu'à s'autodétruire pour affirmer ce qu'ils sont et s'affirmer. Alors, côté message, comment est-ce que les messages, par quelle voie ces messages parviennent à toucher ces jeunes-là qui sont dans cette situation de transition juvénile? Eh bien, ils y parviennent par ce qu'on peut appeler la séduction narcissique. C'est-à-dire, le narcissisme, c'est l'amour que nous avons pour nous-mêmes, chacun, nous avons tous besoin de cet amour-là. S'il n'est pas assez, nous sommes mal, s'il est trop, nous sommes mal. Et tout ça, c'est un jeu que nous devons régler toute notre vie, mais il y a ce moment-là de la transition juvénile où il est le plus douloureux. Et donc, l'offre de radicalisation qui a été émise par les mouvements islamistes, il y a un marché. Et quand je dis offre, c'est exactement, il y a un marché. Et c'est l'offre qui fait la demande. Autrement dit,
Bon, si vous avez pas, on ne vous fait pas d'offre avant qu'il y ait des micro-ondes, vous ne savez pas, vous ne vouliez pas des micro-ondes. Et c'est le micro-ondes qui va vous amener à vouloir c'est l'offre de micro-ondes qui va vous amener à les vouloir. Eh bien, c'est exactement la même chose. Je vais citer là quelques points de la séduction narcissique pour ces jeunes-là. Le premier, très important, ce qu'on peut appeler la justice identitaire. La justice identitaire, ça consiste à ce que le jeune qui, lui, se sent préjudicié par la vie, pour les raisons que je vous ai indiquées, eh bien, il peut obtenir réparation en réparant l'idéal des musulmans, l'idéal blessé des musulmans. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de superposition qui se produit entre lui, comme jeune homme blessé, et la blessure qui a été dans les messages des musulmans, de leur blessure qui va s'appuyer évidemment sur ce qui se passe, les guerres d'aujourd'hui, sur les discours, les images, et sur des choses vraies et des choses fausses. Et justement, tout n'est pas faux. Et il y a une phrase de Valéry que je crois qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est le pire, c'est pas le mensonge, mais c'est le mélange entre le vrai et le faux. C'est ce qui est le plus toxique. C'est très difficile à démêler, le vrai et le faux. Et donc, qu'est-ce qu'ils deviennent à travers on leur propose de devenir des vengeurs. Vengeurs de la divinité. Vengeurs de la divinité outragée. Votre Dieu, votre prophète a été outragé. C'est exactement ce qu'ont dit les frères Kouachi après l'attentat de Charlie Hebdo. On a vengé le prophète. La justice identitaire, donc devenir justicier de son identité, l'identité collective, mais c'est une justice qu'il se donne à lui-même à travers cela. Deuxième séduction, ce qu'on peut appeler la dignification et l'accès à la toute-puissance. Devenir digne, mais d'une dignité suprême, d'une dignité qui va, je vous ai parlé tout à l'heure de ces jeunes qui au début se sentent comme un déchet, n'ayant aucune valeur, et tout à coup, du fait où ils sont missionnés, ils ont une mission supérieure, ils accèdent à cette dignité qui leur donne une puissance extraordinaire, qui deviennent... Il y a un père que j'ai rencontré d'un de ces jeunes, il m'a dit ceci: « Mon fils est devenu mon père. Il me dicte la morale de l'islam. Plus que cela, il se prend pour le père de Dieu qu'il veut protéger après avoir trompé dans la drogue et la délinquance. » Devenir le père de Dieu. Presque chrétien. Non. Pas comme ça. Pas comme ça. Et là se présente ce que j'ai décrit par l'idée du surmusulman. Surmusulman, ça veut dire devenir plus musulman que le musulman connaît, et plus le musulman qui est à côté, et plus le musulman imaginaire, le musulman de tout temps, celui qui est censé se calquer sur l'exemplarité du prophète, mais non pas comme quelque chose d'inatteignable, mais quelque chose justement qu'on peut atteindre. Tout à l'heure, je vous ai dit que tout à coup, leur souffrance cesse, les symptômes disparaissent, il n'y a plus d'angoisse, mais la contrepartie de tout ça, c'est qu'ils deviennent des automates, c'est-à-dire ils parlent tous le même langage, ils disent la même chose, ils perdent leur particularité. À partir du moment, c'est ça le prix qu'ils payent, c'est perdre sa singularité. Et en effet, un homme qui n'est plus angoissé et qui ne vit plus dans l'inquiétude, c'est un homme qui n'a plus à se faire des soucis sur ce qu'il est lui, à part parce qu'il devient un homme quelconque, et ça crée toutes ces jeunes qui parlent presque ils disent presque la même chose. Et quand vous allez prendre en charge un jeune qui dit la même chose que le voisin, que celui qui est à côté, c'est très difficile de parler avec lui. Il faut très très longtemps pour arriver à sortir de l'automate.
Troisième séduction, le repentir et la purification. Repentir. Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup sont des anciens délinquants. Beaucoup ont eu des trajectoires chaotiques, femmes et hommes. Là, un exemple, la cousine de Abaoud qui a fait les attentats, qui a été une des têtes des attentats de 2015 au Bataclan et au Stade de France, cette cousine était quelqu'un qui, c'est la personne qui l'a hébergée pendant très, très longtemps, qui a donné la description de sa vie. Elle était, le jour, elle se voilait, elle faisait ses prières, et la nuit, elle a enlevé tout ça, elle allait dans les boîtes, elle buvait, elle a fait de la prostitution, et le jour, elle se repent. Et elle se met dans des purifications continuelles. Moi, j'ai eu une jeune femme qui vérifiait sa virginité 5 fois par jour. Quand je lui ai dit, mais est-ce que 5 fois, ça vous dit quelque chose? Et elle n'y a pas pensé. Hein, je ne sais pas si vous y avez pensé, vous. 5 fois par jour. Quand la revendication de ceux qui ont commis les attentats de Bataclan, c'était ça, c'était purifier le monde. Purifier de la perversion, l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, c'est la perversion, c'est la dépravation. Ce groupe se disait, ils se disent comme un groupe ayant divorcé de la vie d'ici-bas. Non, ils ont dit, c'est pas aussi... un groupe ayant divorcé la vie d'ici-bas. Diverser la vie. Ça, c'est un élément très important parce que divorcer la vie, parce qu'ils se pensent eux-mêmes comme une impureté. Leur corps, leur existence est une impureté. Et qu'ils ne peuvent accéder à vraiment la purification complète que s'ils se séparent de ce corps. Nous avons certains jeunes avec lesquels nous avons travaillé, où ils se voyaient avec un corps éclaté en morceaux dans l'attentat suicide. Ce fantasme était le fantasme d'un corps qui est éclaté et qui va être reconstitué au-delà. Mais c'est le fantasme d'avoir un corps éclaté, et c'est quelque chose que nous connaissons dans une des pathologies la plus extrême, mais ce jeune était mélancolique, certain, mais ce fantasme de se purifier en éclatant en morceaux, il disait, je vais me présenter devant Dieu avec un corps en morceaux. On a ça dans les testaments de ceux qui ont fait des attentats suicides. Un corps en morceaux. Dislocation de son propre corps. C'est la purification extrême. Une autre séduction, c'est la restauration du sujet de la communauté contre le sujet de la société. C'est-à-dire, quand vous entendez ces jeunes, pour eux, la forme société, la forme, disons, du contrat social est insupportable. Elle est intenable. Il faut prouver, il faut se battre, il faut prouver sa place. Alors que c'est leur fantasme de la communauté, que la communauté leur assigne une place, leur garantit une place, et ils n'ont plus besoin de prouver, de faire des efforts. Et quand cette assignation à une place qui est supposée être donnée par la communauté, quand ils parlent de communauté, eux, ils n'entendent pas comme nous on dit communauté des musulmans, etc. Non, c'est l'organisation communautaire contre l'organisation sociale moderne. Et sortir du social, pour eux, ce n'est pas seulement une rhétorique. Il faut les places assignées à chacun, et ces places assignées, c'est ça qui va les reposer, je dirais, on pourrait dire comme Tocqueville, de la peine de vivre. Et c'est une parole de Tocqueville qui est très importante. Quatrième ou cinquième élément de la séduction, c'est évidemment l'effacement des limites entre la vie et la mort. Ça, on le voit chez beaucoup de jeunes pour lesquels ils arrivent à la conviction qu'il n'y a plus
d'abord que le passage de la mort est facile. Qarsa, ouais. C'est un pincement. Et il y a plus que ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus vraiment grave qui est peut-être la chose la plus effroyable, moi, que j'ai rencontrée, c'est chez un jeune qui dit ma mort, comment il a dit ça? Allah a décrété ma mort avant ma naissance. C'est-à-dire que il était déjà venu mort dans la vie, que pour lui, donc, passé vraiment de l'autre côté. Alors, ça m'a fait penser à un passage coranique, et peut-être que c'est ça qu'ils ont interprété à leur façon. Kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma ilayhi tarja'un. Donc on était mort avant. C'est-à-dire que la mouette, c'est dans le sens du non-être. C'est ça. C'est un passage coranique. Le non-être, du non-être, on est venu à la vie, puis on retourne, etc. Il y a un cycle qui est coranique. Mais eux, ils l'interprètent non pas de venir du non-être, donc du venir de l'inexistence vers l'existence. Ils l'interprètent comme sont déjà morts en venant à l'existence. Vous voyez la gravité de ce genre de choses. Et leur pensée, alors, il y en a quelques cas, bon, évidemment, qui ont raté leur passage à l'acte suicidaire. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. Et ce sont des cas vraiment très importants parce que nous pouvons toucher le moment, comment est-ce que le parcours qui les a amenés à ce point-là, à penser quoi? À penser que la mort est une matrice, est une mère qui va de leur donner une naissance. Parfois avec des mots comme ça. C'est une matrice qui va les redonner. En fait, c'est convertir le suicide en autosacrifice. Et il y a beaucoup de jeunes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui veulent mourir. Je ne sais pas quels sont les chiffres des tentatives de suicide et des suicides en Tunisie, mais il y en a beaucoup. Très élevés. Et alors, encore un autre point très important de cette séduction, c'est la théorie du mal et de la régénération. C'est-à-dire, le monde est corrompu et il faut le nettoyer en tant que tel. Nettoyer comme monde. En finir avec ce monde. Il est faux, il est trompeur, il est etc. Et donc, c'est un monde, c'est la question de l'hypocrisie. L'hypocrite, pour eux, c'est pas le mécréant, c'est pas l'hypocrisie, c'est le monde entier qui est... Il y a une perte d'illusion sur le monde extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on trouve chez ces jeunes qui sont en panne, qui n'arrivent pas à faire le saut. Un des éléments, c'est la perte de l'illusion. Et la perte de l'illusion est une chose très grave. L'illusion n'est pas quelque chose qui est mauvais dans la construction du sujet humain. Et nous avons besoin tous d'un peu d'illusion. Et surtout les jeunes, dans leur passage, dans leur transition, ils ont besoin de cette illusion. Et des jeunes désillusionnés, complètement désillusionnés, eh bien c'est des jeunes qui encourent un danger très grave. Et donc, pour eux, perte d'illusion totale du monde. Enfin, dernier point, c'est pour eux la question de l'Apocalypse et la participation au jugement dernier. Ça, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces jeunes-là, et c'est aussi une caractéristique de la transition juvénile, ils sont dans des oscillations entre l'absence totale de sens et l'excès de sens. Ils sont par moments dans un monde qui est devenu totalement insensé, ou bien dans un tourbillon de sens et ils ne savent plus où donner de la tête. Un jeune m'a dit, c'est juste quand j'écoute la musique que ça s'arrête. Et il a raison. C'est très fort, c'est une remarque très forte, parce que justement, avec la musique, il n'y a plus d'articulation de sens.
il y a un moment, un suspens. Je recommande l'écoute de la musique pour pas pour les jeunes, mais... et donc, pour eux, l'Apocalypse, ça arrête le sens. Et ça donne un sens final, terminal. Et il n'y a plus d'affolement, il n'y a plus du non-sens ou de l'excès de sens, c'est terminé, l'achèvement, et on peut envisager d'être reposé. Et totalement, donc, dans la quiétude. Voilà des éléments de cette séduction narcissique qui vient toucher ces jeunes. Je pense que une des tâches la plus grande aujourd'hui, si on veut faire vraiment de la prévention, c'est de s'occuper, dans un pays comme le nôtre, on m'a dit qu'il y a 4 millions de jeunes qui sont sans emploi, sans scolarité, c'est un secrétaire d'État de la jeunesse qui m'a dit ça. Il y a 2 ans, ça m'a effrayé, je ne sais pas si ce chiffre est confirmé, mais ça me paraît énorme. Et que donc, le traitement, la priorité, si on veut vraiment traiter la question de la radicalisation, c'est de s'occuper de ces jeunes-là. Tous, heureusement, ne le deviennent pas comme ça, mais beaucoup peuvent, dans les circonstances que j'ai indiquées, peuvent avoir cette aptitude, en effet, à basculer, à partir dans la violence. Le dernier point que je vais aborder, c'est que, alors peut-être ça va vous étonner, mais nous sommes arrivés maintenant à un consensus sur un point très important, c'est que ce n'est pas la radicalisation qui fait les gens violents. On a pensé ça pendant un moment. Ça contredit la réalité, tous les radicalisés ne deviennent pas violents, mais ceux qui deviennent violents ont déjà une aptitude à la violence avant. J'ai cité tout à l'heure, c'est les délinquants, les gangsters, ou autres dispositions à la violence, et ils se raccrochent à cette idéologie pour justifier la violence qu'ils sont amenés à commettre. Vous voyez, là, c'est très important, parce que aujourd'hui, pendant très longtemps, y compris en France, partout, on a considéré que les idéologies radicales sont responsables du passage aux actions et à l'acte violent. Eh bien, aujourd'hui, on peut renverser complètement cela. Ce sont des gens qui sont déjà des jeunes qui peuvent être très violents et qui, usant de ces idéologies-là, ils peuvent justifier et autoriser leur passage à l'acte. J'ai appelé ça, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que sinon, ça serait trop longtemps, c'est cette disposition à la violence sans être même un délinquant, je l'ai appelé psychomachie. C'est-à-dire, vous avez des individus, des jeunes, qui veulent se battre, qui veulent faire la guerre, qui veulent détruire, ils ne sont pas nécessairement délinquants, ils peuvent l'être. Mais ils ont quelque chose en eux qu'on peut appeler l'agonia, c'est-à-dire cet agonisme, c'est de vouloir... agonia, on peut la traduire par sira al-musara. L'agonisme, c'est assira. Ils aiment ça, ils veulent ça. Et lorsqu'ils ont des perturbations, comme je les indiquais, ils sont au plus proche, justement, de passer, de vouloir devenir un guerrier, d'aller se battre, de trouver des moyens. Ça peut être investi dans autre chose, dans du sport, par exemple. Très bien. Ça peut être investi dans une autre façon de se battre. Mais justement, ce sont ces gens-là qui ont cette agonia, qui peuvent, à un moment donné, se raccrocher à une idéologie incitative et qui peuvent, en effet, passer à l'acte ou passer à l'action. C'est 2 notions différentes. Je vais m'arrêter pour laisser peut-être la place à un peu de discussion. Passage à l'acte et passage à l'action, ce n'est pas la même chose. Passage à l'acte, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose en étant absent de lui-même. Il tue sans s'apercevoir qu'il tue. Le passage à l'action, c'est prémédité, c'est construit, c'est autre chose. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà. Je remercie tout particulièrement Fathi Ben Slem pour cette
analyse approfondie de ceux qui sont prédisposés à l'acte et à la radicalisation. Leur profil, il était intéressant de le voir parce que nous avons été confrontés tout au long de ces années révolutionnaires à ces formes de radicalisation. Et généralement, d'ailleurs, les parents sont les premiers à dire « mais non, c'était un enfant sage, sans problème, presque insignifiant ». Et ce sont les premiers qui qui expriment presque leur étonnement. La femme qui s'est fait exploser avenue Bourguiba il y a moins d'un mois, ses parents, ça c'est encore plus fort, à part le fait qu'ils ont été surpris, au moins dans leur dit, ont refusé de récupérer le corps de cette femme pour l'enterrer dans leur village. Donc, il y a quand même aussi cette rupture avec le discours familial, avec les parents, d'une manière générale. Je me rappelle d'un épisode assez drôle qu'Amnamnif avait filmé, parce qu'elle a fait le tour de la Tunisie avec un homme de théâtre, qui s'appelait Ben Abdallah, si mes souvenirs sont bons. Et ils ont filmé des gens parlant de la violence, allant de la violence ordinaire jusqu'à la violence extrême. Et à un moment, ils interrogent la fille d'abord, puis après le père. Et la fille décrète que tous les arts sont haram. Le théâtre, la musique, tout ça. Et puis après, ils interrogent le père, et le père dit oui, mais un oui du bout des lèvres, pas très convaincu. Et il dit, mais Saliha, c'est pas haram. Je trouve cette formule très belle sur la rupture entre le milieu familial du radicalisé et le radicalisé lui-même. Bon, je ne vais pas continuer à accaparer la parole. Il y a un monsieur qui s'impatiente et qui veut prendre la parole. Oui, d'accord, mais je vous donne la parole tout de suite. Je vous demande, parce qu'on enregistre, alors je vous signale à tous que cette conférence, comme toutes les conférences de Beit el-Hekma, est enregistrée. Et il vous suffit de taper beitelhekma.tn sur votre ordinateur, même si vous n'êtes pas radicalisé, vous en avez un. Vous verrez que cette conférence de notre ami et collègue Fathi Ben Slema sera totalement enregistrée avec les débats. Donc, ça serait bien de dire vos noms au début. Jamel, Sherif. Marhaba. Vous avez fait une très belle analyse. Je partage beaucoup de points de votre analyse. Et c'est une analyse qui parle du terrorisme à partir des individus et du trajet individuel. Mais est-ce que les 2 siècles qui ont précédé ce moment que nous vivons, dans lequel le terrorisme est en train de prendre des proportions assez importantes, comment doit-on considérer, par exemple, le nazisme, le fascisme? Comment doit-on considérer le terrorisme d'extrême gauche? Moi, j'ai vécu en 68 l'assassinat d'Aldo Moro, qui a été tué par des terroristes d'extrême gauche. Comment doit-on considérer le colonialisme, avec les massacres qui ont été perpétrés, etc. Est-ce du terrorisme? Oui ou non? Et quelle est son origine? Et là, c'est plus de l'individuel, c'est du collectif. Les 2 guerres mondiales qui ont fait des millions de morts et qui ont détruit des pays entiers et des économies entières, était-ce du terrorisme? Ou était-ce des crimes normaux, légaux, puisque c'est des crimes d'État? Je veux dire que ce que vous avez analysé sur le désir de mort, qui peut agiter des jeunes, je vais peut-être vous choquer, mais moi je l'ai vécu quand j'avais 18 ans et 19 ans. Je l'ai vécu, mais je pense
savez, dans l'islam, vous avez cité l'islam, il y a une phrase du prophète très radicale où il dit « Moutu qabla an tamutu » mourrez avant de mourir. Oui, mourrez avant de mourir. Ok. Et on retrouve ça dans beaucoup de mysticisme et de religion. Oui, on retrouve ce thème même dans le christianisme. Puisque Jésus a dit « Nul n'entre au royaume des cieux s'il n'est mort au moins une fois. » C'est-à-dire mourir à soi-même. C'est-à-dire mourir à ces illusions dont vous avez parlé. Vous vous dites non, il vaut mieux garder ces illusions que de tomber dans le radicalisme. Mais est-ce que cette mort qui est symbolique, cette mort qui est une véritable mort psychique, est-ce qu'elle débouche forcément sur du radicalisme? Est-ce qu'elle débouche forcément sur de la haine ou sur le désir de tuer tout le monde? En tout cas, ça n'a pas été mon cas. Je vous remercie. Les guerres, les génocides, etc. J'ai très peu utilisé le mot terrorisme, hein, vous avez remarqué, je parle d'état de violence. Le nazisme, c'est une idéologie très organisée. Ce qui se passe aujourd'hui à travers, ou les idéologies d'extrême gauche, qui à un moment donné, ont donné lieu à ce qu'on appelle le terrorisme. Pol Pot, etc. Ce que vous remarquez aujourd'hui, et c'est une distinction, et c'est une différence très importante, c'est que ce sont des formations idéologiques qui ont fini par faire adhérer un grand nombre de personnes, qui ont mobilisé, il y a des États derrière. Le nazisme, c'est un État, le fascisme italien, c'est un État, etc. C'est des États. Là, aujourd'hui, on a des formes de radicalisation qui viennent par un appel comme ça à tout le monde et qui passent par la voie, cette voie de la cybernétique, et qui captent n'importe qui. Je veux dire, quand vous regardez, pour quelle raison est-ce que Action Directe, par exemple, quand on a fait il y a eu des travaux sur Action Directe, on n'a pas détecté des problèmes chez les gens qui étaient là-dedans, parce qu'il y a une structure, une armature idéologique très forte dans laquelle il entre, et ce n'est pas n'importe qui entre. Là, aujourd'hui, c'est pas ça. C'est n'importe qui. C'est n'importe qui. C'est l'appel à n'importe qui. C'est ça, la distinction. Regardez, vous avez qu'à voir aujourd'hui ce qu'on appelle les gilets jaunes en France, et vous verrez, c'est n'importe qui. C'est une des formes de radicalisation aujourd'hui qui peut aller très très loin, vous savez. Donc voilà, il y a une différence. Bon, quant à les choses, vous savez, c'est tout le problème. Mutu qabla an tamutu, ça une double interprétation, une interprétation spirituelle, mais il y a des gens qui vont la prendre à la lettre. C'est ça. Est-ce que la montée de l'extrême droite... Non, non, c'est une radicalisation. Oui, c'est une radicalisation. Oui. C'est une autre radicalisation. Je vous remercie pour cet exposé très éclairant, en tout cas que moi qui m'a appris beaucoup de choses. Et il y a dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose d'effrayant, en tout cas qui m'effraie moi personnellement. C'est lorsque vous dites que le gars qui va harponner le futur radicalisé qui est derrière l'ordinateur ou au pied de l'immeuble, pour reprendre vos images, il ne va pas à la pêche. Il ne va pas à la pêche, je veux dire qu'il ne le fait pas au hasard. On a l'impression que le gars qui est derrière l'ordinateur a choisi sa cible à bon escient. J'allais dire, il y a derrière l'ordinateur ou au pied de l'immeuble un psychiatre, quelqu'un de, j'allais dire, je dis psychiatre entre guillemets, quelqu'un, je veux dire, qui connaît la personnalité, qui s'est introduit dans le moi du futur radicalisé. Il n'a pas, sur les 20 000 personnes dont vous parliez,
ce sont des gens qui ont un parcours particulier, qui ont suivi un processus particulier. Et donc, comment définissez-vous, non pas celui qui a été harponné, mais j'allais dire l'harponneur? Quel est son profil à lui? Parce qu'il n'a pas l'air d'être, disons, un idiot. Merci. C'est une question très très précise et très intéressante. Il y a deux formes de savoir. Il y a deux formes de savoir. Il y a, juste, je réponds. C'est parce que sinon, s'il y a une boule de questions, après, c'est très difficile. Très rapidement, il y a deux formes de savoir. Il y a le savoir savant. Le savoir savant. Le savoir des savants, c'est-à-dire, moi je parle maintenant comme psychanalyste, comme psychiatre, je donne des concepts, etc. Il y a le savoir qui vient de l'empirique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui ont un savoir qui n'est pas avec des concepts, qui n'est pas un savoir qui est construit par des systèmes théoriques, mais qui peut être extrêmement puissant, très pénétrant. Vous avez de grands psychologues qui n'ont jamais fait d'études de psychologie et des gens qui ont fait des années de psychologie et qui sont nuls. Et donc, l'harponneur, c'est quelqu'un qui a un savoir par l'empirique, par la pratique. D'abord, il a été lui-même cet adolescent. Il sait par où il est passé. Et il a repéré ses failles, etc. Et donc, il peut identifier les failles de l'autre. Et donc, c'est ce savoir-là qui peut être beaucoup plus opérant que le savoir des savants. Et je dirais même qu'il faut qu'aujourd'hui, quand même, on prête attention. Ce n'est pas notre savoir qui a notre savoir d'universitaire, de médecin, enfin, etc., qui est le plus opérateur lorsque nous rencontrons des individus. C'est l'autre, ce savoir-là, qui est le savoir des faits, le savoir de l'empirique, le savoir de l'expérience. Et donc, l'harponneur, il a ça. Oui, c'est très simple. Je remercie M. Fethi pour cette intervention qui nous a en fait permis de... Pardon? Ah, Hasna Toueti, universitaire à la retraite. Donc, je voulais dire qu'il y a un élément sur lequel nous devons insister, nous autres Tunisiens, et sur lequel on doit travailler ardemment, c'est la déscolarisation. Parce que ces communautés récupèrent ceux qui ont quitté l'école et comme par hasard, ils lâchent l'école pour toutes les raisons que vous avez données, je suis d'accord. Ils lâchent l'école et ils sont un appât, si j'ose dire, facile pour ces communautés. J'ajouterai les communautés des frères, parce qu'eux, ils les nomment. Vous êtes allés chez les frères ont un rassemblement, etc. La deuxième chose, c'est que j'appelle, parce que votre analyse, moi je la retrouve dans le monde de la fiction. Le dernier roman de Yasmina Khadra, qui s'intitule Khalil, est justement la trajectoire d'un terroriste qui, justement, voulait se faire exploser. Au moment où il a appuyé, ça n'a pas marché, il y avait un défaut. Mais ça, c'est voulu, à mon avis, c'est voulu par le narrateur pour que le jeune prenne une distance par rapport à ce qu'il a fait jusque-là pour analyser sa propre trajectoire. Merci. Slim Lassad, vous voulez... Ok, je crois que vous voulez commenter ça avant. Slim Lassad, ingénieur conseil. Merci, professeur, pour cet point de vue. Mais je trouve que c'est un peu réducteur, vu que le terrorisme, c'est pas seulement les individus, et pas seulement les États, mais aussi tout qui entre dans un conflit. C'est-à-dire réduire la Syrie au problème des terroristes, c'est même pas ce que disent les responsables américains eux-mêmes. Ils ont diffusé il y a quelques jours un rapport sur le nombre de morts. Et là, le nombre que les Américains eux-mêmes disent avoir tué des civils en Syrie par la coalition,
est 10 fois ou 20 fois plus grand que le nombre de soi-disant terroristes. Même si ça ne veut pas dire que parce que tu es une seule personne, c'est déjà un crime. Donc, faire la lumière seulement sur l'aspect des terroristes dans des conflits très compliqués comme la Syrie, je trouve un peu réducteur. Deuxième chose, vous parlez de faits, mais là, vous dites que ces gens sont illettrés, ils ont vendu la drogue. Alors, on ne comprend pas d'un autre aspect, ils sont devenus philosophes, qu'ils comprennent des textes très compliqués de la religion. Donc, je trouve ça un peu incohérent. Même si votre épilogue m'a bien, comme on dit là, concernant la violence dans l'individu. Et c'est ça le problème. C'est ça pourquoi on trouve des terroristes, soi-disant de Daesh, ou des terroristes communistes, comme les Brigades Rosse, ou comme en Allemagne dans les années 70, die Rote Brigaden. La France n'a pas eu ces communistes rouges. Ça, c'est peut-être un champ de discussion et un champ de suivi par vous, les professeurs, mais ça, c'est une autre chose. La troisième chose, maintenant, vu que le capitalisme il fait de renouveau surface, l'Amérique au Moyen-Orient, sans oublier la France, en Afrique, le G5, le Sahel, est-ce que c'est pas donner un peu d'alibi à ces forces colonialistes, parce qu'on sait ce qui se passe au Mali. C'est vrai, il y a des terroristes, mais la France n'est pas là pour combattre les terroristes. Monsieur, je vous arrête s'il vous plaît, juste un moment. J'ai dit qu'il y avait 3 niveaux. Il y a un niveau qui est macro, qui est le niveau géopolitique, le niveau, c'est ce que vous évoquez, vous avez raison, mais on ne peut pas tout aborder. Moi, je me focalise sur un de ces niveaux-là. Mais tout ce que vous dites, vous avez raison. Et d'ailleurs, ces jeunes qui s'engagent, ils voient les images de mort, de destruction, etc. Et ce que je vous dis, le mélange du vrai et du faux donne quelque chose, en effet, qui est... Vous avez tout à fait raison. Moi, je n'exclus nullement l'agression militaire, etc. Bien sûr. Mais pourquoi est-ce que certains vont y aller et d'autres pas ? Il faut bien essayer de voir. Et pourquoi est-ce que certains vont y aller? On peut respecter le combattant, mais ils vont se retourner contre leur propre peuple, leur propre pays, commettre des attentats. Voilà, c'est autre chose. C'est pas que le combattant. Moi, j'ai beaucoup de respect pour quelqu'un qui va combattre l'ennemi. On n'a rien à dire là-dessus. Bon, c'est pas ça. Ça, c'est pas du terrorisme. C'est quelqu'un qui fait la guerre. Il devient un soldat. Et lorsqu'il se retourne contre les siens, alors vous avez dit c'est des savants, mais pas du tout, c'est pas toujours des savants. Je vais vous raconter 2 anecdotes. Vous savez que parmi les gens qu'on avait attrapés partant pour le djihad, il y avait des gens qui avaient dans leur sac l'islam pour les nuls. C'est un livre. Ça avait très peu de choses, tout le monde vous dit, l'islam pour les nuls. Il y a une autre histoire qu'il m'a racontée, qui est très drôle, là, dans les États généraux. C'est un psychiatre qui travaille en prison. Un de ces détenus radicalisés lui dit l'islam interdit de se coucher sur le ventre. Lui, il connaissait un peu, il lui a dit, mais qui a dit ça? Il lui a dit les savants de l'islam qui disent ça. Il lui a dit, mais quels savants? Il lui a dit, c'est les savants du bloc 3. Merci. D'accord, merci. Donc, Gélie Lachir, je suis pluridisciplinaire. Donc, je passe sur la définition du terrorisme parce que j'allais poser cette question. Alors, la deuxième question, vous avez parlé de séduction narcissique et notamment de justice identitaire. Donc vous avez dit que c'est en quête d'identité, que ces jeunes-là, vu leur âge, leur fragilité, ils cherchent à se retrouver dans une identité plaisante. Qu'en est-il pour les étrangers? Parce que les étrangers qui ne sont pas d'origine, qui n'ont aucune origine
qui n'ont pas de parents ni de grands-parents musulmans, mais on a vu en France, en Allemagne, dans d'autres pays, des jeunes qui se convertissent. Qu'en est-il? Parce que là, je voudrais avoir une question. Et je ne sais pas, parce que vous avez travaillé, c'est une approche psychanalytique sur les victimes. Donc, vous avez travaillé sur les victimes. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un travail sur les gourous. Parce qu'il m'est arrivé d'écouter des émissions, des témoignages en Tunisie, et qui disent qu'il y a eu des gourous qui ils se sont abandonnés, ils ont dit que nous, pendant un certain nombre d'années, on a fait ce travail-là, mais c'est plus intéressant, et puis maintenant on revient à la vie. Et leur témoignage, je vous assure, qu'il est très, très, très intéressant, oui. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que leur savoir-faire, mais vous savez, vous pouvez aussi les approcher d'une façon psychanalytique. Ces gens-là ont un profil, ont une façon de faire. Vous savez que réciter plusieurs fois des sourates de Coran tout au long de la journée, vous n'avez pas l'état psychologique le matin, quand vous commencez, qu'à la fin de la soirée. Donc vous êtes, autrement dit, conditionné. Et il paraît que ça aussi, ça a des effets sur le conditionnement. Merci. Les gens qui, les personnes qui ne sont pas musulmans et qui adoptent l'islam, se radicalisent. Vous savez, moi je pense que ceux qui se radicalisent à partir d'une religion sont tous convertis, y compris les musulmans. C'est-à-dire que, en fait, il faut penser la conversion exactement comme le terme que désigne l'anglais quand on dit « born again », renaître de nouveau. Et vous avez justement ces musulmans qui se radicalisent, c'est des gens qui renaissent de nouveau à l'islam. Et la preuve, c'est que vous avez beaucoup de gens qui viennent convertir les musulmans eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à l'inverse de ce qu'on réfléchit. C'est la conversion qui est au fondement de toute radicalisation. Donc, les musulmans qui se radicalisent se convertissent aussi. Et on leur émet des messages de conversion. Et parfois, on les fait signer des documents en leur disant c'est des pratiques grandes. Et donc, ceux qui ne sont pas musulmans ont aussi des problèmes d'identité et des jeunes qui sont aux abois. Et je n'ai pas eu le temps de raconter, il y a un cas d'un livre de quelqu'un qui s'appelle David Valla, qui a décrit, il n'est pas musulman, il a vécu dans un quartier de Lyon, dans une banlieue de Lyon, et il raconte comment, le moment où il est arrivé, lui, à l'adolescence, il n'y avait plus le Parti communiste qui tenait les lieux, il n'y avait plus l'extrême gauche qui tenait les lieux. Qui tenait les lieux? Ce sont les islamistes. Et il a été tout de suite adopté. Il a été tout de suite accepté. Il est devenu l'un parmi eux. Il allait dans les maisons, il raconte tout ça, il mangeait avec eux. Et puis petit à petit, il s'est dit, c'est des gens qui sont devenus mes frères. Pourquoi je ne deviens pas musulman? Il devient musulman. Et après, il est scandalisé par ce qu'il voit dans les images et il décide d'aller se battre. Il va en Bosnie, il va en Afghanistan. Il est prêt, il n'a pas tué. Il est dans ce groupe du fameux Qalqal qui a commencé un des premiers en France dans les années 2000. Après, il s'est fait attraper. Et lui, il dit, j'étais en colère tout le temps. Depuis que je suis enfant, j'étais en colère. Je voulais en découdre. Il ne comprenait pas sa colère. Je parle d'autobiographie, hein, David Valla. Il va en prison, il passe 4-5 ans en prison, et dans la prison, il dit, je me suis mis à lire en rafale. Et il se détache. Contrairement à ce qu'on pense, la prison peut permettre à certains de sortir de... Et quand il sort, il se met à chercher l'histoire de sa famille. Et sur son lit de mort, sa mère avoue qu'elle a été prostituée. Et son père a été un souteneur, d'origine algérienne. Juif d'origine algérienne qui est devenu souteneur. Il ne savait pas toute cette histoire-là.
Et lorsqu'il est entré, devenu djihadiste, ils lui ont donné un surnom, l'Algérien. C'est bizarre tout ça. Et il dit, à la fin, pourquoi, quelle était la raison de sa colère depuis le début. Il y a une vérité qui lui a été cachée de sa vie, une vérité humiliante. Les frères Kouachi avaient une mère prostituée. Et ainsi de suite. On trouve beaucoup, c'est ce dont je vous ai parlé au début, l'humiliation imaginaire ou réelle qui fait que la vie de quelqu'un n'a plus, sa propre vie, sa vision pour sa vie n'a pas de valeur. Et il est un déchet, il se sent comme un déchet. Et certains vivent avec ça toute leur vie. Et ils retrouvent donc, lorsqu'ils se convertissent, qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent une hospitalité absolue. On ne lui demande pas. Et pratiquement, l'hospitalité que pratiquent les musulmans, vous savez très bien que dans l'islam, on se convertit très vite, très facilement. Beaucoup plus que dans les autres religions, il suffit de dire le mot. Mais déjà, quelqu'un qui est seul, qui n'a personne. On a des cas comme ça décrits. Un type qui faisait transporter les marchandises, je sais pas, il était toute sa vie seul, et puis il fait la rencontre, il est tout de suite accepté, tout de suite considéré. On ne lui dit pas, bah, tu te convertis tout de suite, non. Il est accepté, il vit avec les autres, il a tout à coup une communauté, une fraternité, et puis petit à petit, bah, on lui dit, ça c'est notre Dieu qui nous dit de faire comme ça, tu es parmi nous, et hop, et ça y est. Et ça part, et ça part très vite, et il trouve donc cette hospitalité absolue, qui est chez certaines personnes qui sont venues à la vie sans l'avoir, cette hospitalité pour différentes raisons, et ben ils la trouvent là. Et ils prennent. Et donc ils se convertissent. C'est un élément très important dans tout. J'ai donné le chiffre de 37% de convertis. Je vous assure que cette rapidité et cette acceptation très rapide de quelqu'un qui devient un membre de la communauté, une communauté, est un élément très important dans tout ce que nous avons vu ces dernières années. Et ça sera toujours comme ça. Toujours comme ça. Et c'est un élément fondamental sur lequel on ne réfléchit pas beaucoup, je pense. En tout cas, moi, je n'ai pas lu beaucoup de choses. C'est cette hospitalité absolue qui peut être donnée à l'autre à l'intérieur de l'islam. Pour le meilleur, mais on a ici le pire. Voilà. Mais c'est un élément d'une très grande importance dans la spiritualité et dans l'acceptation de l'être humain tel qu'il est. Il faut vraiment bien réfléchir sur ça. Parce qu'il n'y a pas ça dans les autres religions. Il y a toujours des ritualités, des conditions, des passages, et des choses très très précises, des baptêmes qu'on fait, etc. Et là, il y a un élément fondamental, un élément qui fait jouer le jeu de l'acceptation de l'autre d'une manière inconditionnelle. Voilà. Et ça, il faut réfléchir sur ça. Oui, donc Emna Belhaj Yahya, écrivain, on va dire. Merci pour cet éclairage, surtout sur la complexité de ce phénomène et sur la diversité des mécanismes et tous les cheminements possibles. Je pense qu'il faut vous avez bien fait de nous montrer tout cela. Alors moi, ma question va être très, très simple et très précise. Et elle porte sur ce qu'on pourrait appeler, et vous allez... je parle sous votre contrôle, la déradicalisation. Ça m'intéresse autant que le reste. C'est-à-dire, y a-t-il un petit espoir de ce côté-là? Et comment voyez-vous la chose? Est-ce que vous avez travaillé un peu sur le processus de déradicalisation? Voilà. Ouais. Bon, il y a un mensonge sur l'histoire de la déradicalisation. On ne fait pas tourner à l'envers. Oui. Ça n'existe pas. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup d'usurpations. Au début, comme les sociétés qui ont été en France, les gens étaient déboussolés par ce qui est arrivé. Il y a certaines personnes, dont vous avez cité un nom, mais je ne vais pas le répéter, qui ont dit, nous, on sait faire tourner la machine à l'envers. Non, ce n'est pas vrai. Pour pouvoir prendre en charge un jeune, il faut beaucoup, beaucoup d'efforts. Il y a un travail très précis. D'abord, de savoir quelle est sa trajectoire, par où il est passé, quand ça s'est passé, comment. Parce que justement,
le chemin qu'on doit faire, ce jeune a abandonné tout ce qui a fait partie de sa singularité, de son histoire. Il a enveloppé dans cette idéologie. Et pour le sortir de là, il faut comprendre d'abord par où il est passé. Et comment ouvrir petit à petit l'enveloppe et lui permettre de revenir et de reconnaître ce qu'il a traversé, de ses difficultés et de sa vie. C'est un long chemin. C'est un long chemin. Donc il ne faut pas appeler ça la radicalisation. Moi, je n'ai pas de nom de ça. Voilà, essayer d'amener quelqu'un à faire un autre choix de sa vie que le choix qu'il a fait. Et ça, c'est tout un travail qui se fait avec le psychologue, mais ça se fait avec aussi... Il y a une dimension sociale. Si vous n'insérez pas les jeunes, si on ne leur donne pas une place dans la société, ça ne sert à rien de faire de la psychologie comme ça. Et il ne faut pas croire que les thérapeutes sont des gens qui... ils peuvent faire des choses, parfois ils y arrivent, mais il faut des dispositifs de socialisation et d'insertion. C'est certain. Et une société qui ne s'occupe pas de ça va avoir beaucoup de ces jeunes qui vont choisir cette voie-là. Il y a le vivier, quoi. Il y a un vivier de jeunes perdus qui, certains vont devenir des délinquants, d'autres vont se détruire, d'autres vont choisir justement cette voie-là parce que c'est une voie qui donne la dignité. Devenir un combattant pour la cause, voilà, ça redonne quelque chose, ça donne quelque chose dans la vie. Et on est prêt, il y a des gens qui sont prêts à perdre la vie pour rendre leur vie digne. Ils sont prêts à le faire. Je voulais revenir sur la question de l'école, pas seulement des exclus, mais de l'école. Parmi certains éléments que vous avez soulevés, on peut constater qu'à l'école, certains professeurs, à l'école, au lycée, il y a une sorte de, je ne dirais pas d'encouragement, mais on peut avoir des sources d'inquiétude sur le discours qu'ont certains enseignants. Par exemple, la question de l'apocalypse, elle est traitée à l'école, elle est traitée au lycée. Les théories du complot, alors, qui finalement encouragent aussi à cette, comment dire, vous l'avez appelé, cette désillusion du monde. Donc c'est une coupure qui commence par rapport au monde d'aujourd'hui, avec un élément qui s'ajoute à celui de l'école, c'est-à-dire les réseaux sociaux, particulièrement Facebook. Bon, 90% des Tunisiens sont sur Facebook, et il semble que ceux qui arrivent à être séduits par ces théories du complot peuvent être aussi assez instruits. Donc, il me semble que c'est des sources d'inquiétude. Qu'est-ce qui est fait en Tunisie sur ces questions-là? Est-ce qu'elles sont analysées? Peut-être. Moi, j'ai peu d'éléments là-dessus, mais j'aimerais bien avoir, par vous-même ou par d'autres, quelques éléments de réponse. C'est-à-dire, en Tunisie, il y a maintenant une commission nationale qui travaille, qui essaie de développer des outils, etc. Franchement, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. J'en ai rencontré quelques-uns. Quelques-unes de ces personnes, je crois qu'ils sont... Voilà, c'est un long travail, il faut des moyens. Mais sur ça, sur toutes ce que vous avez relevé dans les réseaux sociaux, etc., il y a, je crois... enfin, je répète encore une fois, il faut distinguer entre ces formes de radicalisation et ceux qui sont prêts à passer dans la violence. Et c'est ça tout le problème, en fait. Je redis de nouveau, le problème, ce n'est pas la radicalisation, c'est le passage à la violence. Et la radicalisation est une justification du passage à la violence. Donc, en fait, notre travail, ça consiste à identifier ceux qui sont susceptibles de passer à la violence. Quant aux théories, sur toutes ces théories, par exemple, le complotisme, ça va très très loin, le complotisme, parce que, comme
un des grands problèmes aussi dans les pays occidentaux, c'est ça, c'est les théories du complotisme qui prolifèrent d'une manière extraordinaire. Et je crois que c'est dû au fait que, paradoxalement, le monde de la science nous a amenés à douter de tout. Et le doute scientifique, le doute constructif du scientifique pour arriver à avancer, eh bien, ce doute, quand il est entre les mains d'un esprit qui n'est pas bien formé, ne peut produire que du complotisme. Parce que c'est le chemin le plus court, le chemin le plus facile. Et vous savez que le doute fait partie aujourd'hui de la structure subjective du monde. On doute parce que la science nous a permis cette possibilité de douter de tout. Et ça a des conséquences incroyables dans les maladies psychiques. Vous savez qu'une des formes les plus répandues aujourd'hui de la maladie psychique, c'est la névrose obsessionnelle. Ce sont des choses que vous pouvez voir autour de vous, tout ce qui nécessite de faire des rituels, tout ce qui nécessite, je sais pas, de se laver 20 fois par jour, de réciter des courants à tous les trucs, d'invoquer Allah à toutes les deux trucs. C'est ça les mécanismes obsessionnels. Eh bien, l'obsessionnalité qui vient avec ce monde, c'est la maladie du doute. Vous croyez que celui qui tout le temps invoque le nom d'Allah à longueur de journée, même lorsqu'il met ses chaussures ou je ne sais pas quoi, vous croyez que c'est un croyant, mais c'est tout l'inverse. Il essaie de croire. Il essaie de croire parce qu'il ne croit plus, en réalité, et qu'il passe son temps à essayer de se convaincre qu'il croit. C'est ça la maladie du doute, c'est ça la maladie et c'est la maladie de l'humanité aujourd'hui. C'est un doute généralisé. On doute de tout, on doute du dirigeant, on doute du voisin, on doute du frère. Enfin, c'est quelque chose quand même. Il y a une perte de quoi? Une perte de la foi, en fait. Pas la foi au sens de religieux, mais en fait la perte de la foi dans l'autre, dans un certain rapport à l'autre, qui ne tient plus la route. Et donc, les théories complotistes, ce sont des théories qui émergent de ce monde qui est en proie à un doute et qui n'est plus le doute, qui n'est pas le doute construit du scientifique, mais qui est le doute sauvage. Je doute de tout, et comme j'ai la capacité d'émettre mon doute, parce que c'est ça ce qui se passe avec Internet, c'est que je ne suis plus qu'un récepteur, je suis un récepteur et un émetteur, eh bien, je vous fais part de mon doute, je partage avec vous mon doute, et on se met à douter ensemble, et le doute donc devient le mode incroyable de la socialité, c'est-à-dire de la destruction de la société. Les réseaux sociaux ne sont pas des réseaux sociaux, ce sont des réseaux antisociaux, en réalité. Pour une part, on va dire, pas exagéré, parce qu'il y a une perversité sur le mot social qui est aujourd'hui qu'on peut voir. Mais voilà, on est avec ça. Dora Mahfouz, je suis sociologue. Je voudrais aussi, comme tous ceux qui ont intervenu avant moi, vous remercier. C'était extrêmement intéressant. J'ai beaucoup été sensible à certaines de vos notions. Et en vous écoutant, ça m'a fait revenir à quelque chose qu'on a travaillé, un ouvrage que j'ai publié en 2006 avec un collègue, Ahmed Melliti, sur la sociologie de l'adolescent. Un des rares ouvrages sur cette tranche d'âge, 13-20 ans. Et effectivement, ce remaniement identitaire, cette volonté de réaliser un idéal et de devenir quelqu'un. Effectivement, beaucoup de jeunes étaient poussés un peu par cette grogne, cette grinta, je ne sais pas comment on appelle ça. Et c'est aussi la désillusion et le déclassement. On est dans une société où il faut lutter contre le déclassement, où il faut avoir des ressources. Vous l'avez dit tout à l'heure, et comme dit Robert Castel, quand on n'a rien, on n'est rien. On n'est rien, justement. Donc il faut des ressources pour devenir quelqu'un, et la plupart de ces jeunes n'ont rien, même pas la ressource symbolique de la reconnaissance. Et donc ce qu'on leur apporte, c'est un peu tout ce que vous avez dit. Je voudrais vous poser une question maintenant. Quel est le rôle de la prison pour ces jeunes-là? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, vous avez beaucoup parlé d'Internet, tout ça, mais ceux qui rentrent, qui sont, comme vous dites, déjà dans la délinquance ou la pré-délinquance, et qui en prison sont en contact avec des gens qui portent cette idéologie, est-ce qu'il n'y a pas de risque que l'espace carcéral ne devienne lui-même un champ de radicalisation? Est-ce que vous avez
vu ça, vous l'avez observé, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Oui. Bien sûr, c'est un des grands problèmes. Par exemple, en France aujourd'hui, en Tunisie, je ne sais pas encore, mais il faut ouvrir les débats sur cette question-là. Et il faut essayer. Je vous remercie. Moi, je serais intéressé de lire votre livre sur l'adolescence. Mais justement, il y a ce qu'on appelle le choc carcéral, c'est-à-dire quand quelqu'un, il n'est pas radicalisé, il n'a rien, il est en prison pour un délit. Et son entrée dans la prison produit un choc extrêmement traumatique, même quand il a commis un délit, je ne sais pas, il vit pendant un moment sur un choc qui lui enlève ses capacités, qui le met dans un désarroi. C'est reconnu par l'administration pénitentiaire, elle reconnaît que ce moment du choc carcéral, et c'est au moment de ce choc-là que justement certains individus tentent de trouver quelque chose pour se raccrocher, et ils rencontrent les gens qui vont leur donner quelque chose auquel ils vont tenir. Et justement, la prison peut devenir un lieu, non pas parce que les gens sont radicalisés, mais parce qu'ils ont besoin de ça. Ça leur permet de tenir le coup pendant un moment où le choc carcéral produit parfois un effet tellement traumatique que le sujet n'est plus là. Il n'est plus là du tout. Il a plus le sentiment d'être dans le monde. Il a quitté ce monde. Et donc c'est ça le processus très dangereux. Ceci étant, la religion a été toujours un élément très important dans la prison. Et beaucoup de gens dans les prisons, s'ils n'avaient pas la religion, ils ne tiendraient pas. Ils tiendraient pas. Ils se suicideraient, ils deviendraient encore plus criminels, que sais-je. Et oui, et là aujourd'hui c'est un des grands problèmes. Comment séparer donc il y a tout un débat, il y a eu un débat en France, on pensait regrouper tous ceux qui sont radicalisés, mais on s'est aperçu que ce n'était pas une bonne idée, donc maintenant on se les sépare, on les met dans toutes sortes de... Enfin c'est un débat, mais il n'y a pas de solution à ce problème, sauf évidemment, à ce que l'administration pénitentiaire met en place les moyens de permettre à ces gens qui font le choc carcéral de pouvoir rencontrer des gens, parler avec eux, dire ce qui leur arrive, etc. Mais ça demande des moyens très importants. Même dans un pays comme la France qui a les moyens, ils n'y arrivent pas. Hein. Ils font un entretien ou deux et puis c'est fini. Non, c'est un grand problème. Merci beaucoup. Alors, je remercie notre conférencier. Je suis très heureuse d'avoir réussi à l'inviter et à le faire participer à nos activités. Merci. Et à présent, je vous invite tous à un petit peu de l'amitié, en bas, en regardant la mer. C'est pas mal. Hein? Très bien, allez. Merci beaucoup.